matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Laurent Sexic. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes écrivain, dramaturge, auteur notamment des Derniers jours de Stefan Zweig, d'une trilogie qui s'est vendue à 400 000 exemplaires, et ça c'est rien qu'en France. Vos livres sont traduits dans le monde entier. Vous êtes aussi reconnu par les Américains comme l'inventeur de l'exofiction, on va en parler. Votre actualité, c'est ce roman, Franz Kafka ne veut pas mourir, c'est publié chez Gallimard, c'est justement une exofiction. Vous racontez les dernières heures, les derniers mois du génial écrivain mort en 1924, et c'est donné à très peu. Kafka, cet auteur, a donné son nom à un adjectif kafkaïen. Alors on en parlait, il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, il y a aussi l'intelligence naturelle plutôt que l'intelligence artificielle. Et vous en avez en quelques mots, pourquoi Kafka est-il un écrivain majeur dans l'histoire de la littérature ? Parce que c'est un écrivain qui parle à la fois du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui. Stefan Zweig, on en parlait, était un écrivain du 19e siècle qui était transposé au 20e, un peu perdu, extraordinaire, mais un peu perdu dans ce siècle-là. Kafka, qui est mort en 1924, a dit le monde de 1939, de 1950, a dit le nazisme, a prophétisé le stalinisme et a même dit l'enfermement concentrationnaire dans lequel un jeune peut se sentir aujourd'hui dans cette société. Donc il dit l'enfermement, il dit la culpabilité et il donne peut-être les armes pour se sortir de ce sentiment d'oppression qui nous anime à tous. Et je vais dire un cliché, une phrase qu'on a trop entendue mais qui s'applique parfaitement, je trouve, à Franz Kafka. Ça aurait pu être écrit avant-hier. Quand un ado lit La Métamorphose, il se reconnaît et il se dit pas « Tiens, ça a été écrit en 1922 ». Dans ce roman, Franz Kafka ne veut pas mourir. Kafka était atteint de tuberculose, maladie inguérissable en 1924. Et tout est parti pour vous, en tant qu'écrivain, de ces dernières paroles. Kafka dit à son médecin « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Oui, ce sont des paroles qui m'habitent et qui peut-être qui me hantent depuis très longtemps. Et depuis, alors je suis médecin de formation, oui. Et en réalité, j'ai réalisé ça, j'ai compris ça tout récemment. Et pour être totalement sincère, en venant dans le taxi tout à l'heure, parce que c'est pas vrai. Vous alliez me dire pourquoi vous avez écrit ce bouquin. J'ai passé 5 ans à l'écrire. J'avais passé 5 ans sur Stefan Zweig, sur le cas Edward Einstein également. Moi, j'écris pour répondre à une question. Pourquoi Zweig s'est suicidé? Pourquoi Albert Einstein a-t-il abandonné son fils? Ces dernières paroles, en fait, elles me ramènent à ma propre expérience. Et je l'ai compris vraiment tout à l'heure, ça paraît un peu absurde de le dire. C'est qu'à l'âge de 22 ans, étudiant en médecine, j'avais accompli ce geste qu'accomplit mon héros, Robert Klopstock, avec Kafka. Il faut dire qu'il lui a fait la piqûre ultime. Voilà. Il lui a injecté la morphine qui va tuer Kafka. Robert Klopstock est l'ami de Kafka. Pardon, il sait qu'il va le tuer ou il fait ça pour le soulager et la dose est trop forte? Non, il sait qu'il va le tuer. Il veut abréger ces douleurs qui sont terrifiantes. La tuberculose a atteint le larynx et empêche Kafka de manger, de parler. Même de boire. Et de boire de l'eau. Et si vous voulez, ça m'a ramené à un traumatisme de mes études médicales que tous les étudiants en médecine et les médecins comprendront. C'est qu'en effet, à l'âge de 22 ans, j'étais en 4e ou 5e année de médecine, en service de cardiologie, en unité de soins intensifs, et j'avais une patiente qui s'appelait d'ailleurs Madame Boyer, qui avait 70 ans, qui était au dernier stade de son insuffisance cardiaque. Et je revois encore l'interne à côté de moi, me demandant de pousser sur une seringue. Ce qu'accomplit en fait Robert Klopstock avec Kafka. Et moi, en réalité, alors j'étais un peu niais peut-être, je ne savais pas que c'était les dernières heures de cette dame. Et je commence à injecter la morphine, et je vois cette patiente qui pousse des râles comme si c'était ses derniers. Et je vois l'interne qui me regarde, et je vois le scope qui indique que l'électrocardiogramme devient presque létal. Et je dis cette phrase à cet interne-là, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle est en train de mourir, je suis en train de la tuer. Et ça a été déterminant dans le choix même de ma spécialité. J'ai voulu après m'orienter vers la psychiatrie. Et puis ensuite, ça a été autre chose. Mais ce traumatisme de voir mon interne recouvrir, à l'âge de 20 ans et quelques, recouvrir le drap de Madame Boyer, dont quelques jours auparavant, je disais à la fille qu'elle avait encore toute sa vie devant elle, complètement stupidement, a été un tel traumatisme que je pense que c'est pour répondre à cette question, qu'est-ce que cela fait de tuer quelqu'un lorsque l'on est étudiant en médecine, que j'ai écrit ce livre, indépendamment du fait que j'ai toujours admiré Kafka, que je lui avais dédié ma thèse de médecin à l'âge de 25 ans, qui parlait des cancers bronchiques en IRM. Quel témoignage, Laurent Sexic. Pardon de poser cette question. Et pourquoi l'interne n'appuie pas lui-même sur le bouton?
sur la seringue? Alors je ne sais pas. En réalité, alors vraiment, je me dis mais pourquoi j'ai passé 5 ans avec Kafka? Je ne sais toujours pas. Enfin, je ne sais pas parce que c'était lui. Je ne sais pas. Ce dont je me souviens, ce sont sa main posée sur les paupières de Madame Boyer, ce drap qui se recouvre sur cette dame comme Robert Klopstock et Dora Diamant vont recouvrir le visage de Kafka. On se connaît depuis quelques années. Je ne vous ai jamais vu aussi ému. Vous êtes en train de transpirer. Ah oui. On marque une courte pause. Laurent Sexic avec nous. À tout de suite sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Avec Laurent Sexic, son nouveau roman Franz Kafka ne veut pas mourir. C'est publié chez Gallimard. Vous racontez la fin de vie de Kafka, non pas ces dernières semaines, mais ces dernières années, autour de 3 personnages essentiels. Qui sont-ils? Il y a Robert Klopstock dont nous avons parlé, qui est le jeune médecin qui a rencontré Kafka parce qu'il était atteint de tuberculose dans un sanatorium, qui a arrêté ses études lorsqu'il rencontre Kafka pour tenter de le sauver. Et aussi, avec le rêve secret de devenir écrivain. Je me dis, c'est le double de Sexic, lui. Alors, ce qui est très curieux, c'est que j'ai rencontré, lors de l'écriture de ce livre, mon alter ego. D'ailleurs, Ah, vous ne le saviez pas? Non. Parce que j'ai commencé... Alors moi, en lisant le livre, je me suis dit, Laurent Sexic écrit ce livre parce qu'il va raconter l'histoire de son alter ego, de son double. C'est encore plus magique que cela, parce que l'écriture est pas... On est tout seul pendant des années, et en réalité, je voulais écrire la rencontre d'un jeune médecin et de Kafka, en me disant, je vais m'identifier à cette personne que je vais inventer. En creusant dans les biographies, cette personne existait. Et son destin a été tellement fabuleux que ça a été une aventure de le raconter. Et c'est vrai qu'il y avait véritablement d'immenses points communs, puisque j'ai dédié ma thèse à Kafka et il l'a fait aussi. Incroyable. Attendez, oui. Alors juste pour sourire, on voit que Laurent Sexic est médecin parce que ça arrive dès la page 16. Normalement, on met ça à la toute fin. On peut lire ceci: poumon gauche, râle au 3e cru intercostal, sibilant au lobaire inférieur. Je ne sais pas ce que veut dire sibilant ni lobaire. Et je note juste après la phrase suivante: un épanchement pleural droit compressif. Donc c'est un médecin. Il y a aussi Otla, la sœur préférée de Franz Kafka. Oui, celle qui le défend contre la tyrannie du père. Une des principales œuvres et à la fois la plus proche de chacun d'entre nous et la plus belle, c'est la lettre au père. Kafka a écrit une lettre à son père, une lettre complètement privée qu'on retrouve dans le roman. Qu'on retrouve dans le roman sous forme de mise en scène, puisque c'est un roman. On retrouve la manière dont il veut que sa mère le donne à son père, qui le tyrannise, qui ne veut pas qu'il écrive, cette hôte-là est l'allié de son frère dans ce combat commun qu'il mène contre le père. Et puis il y a aussi Dora, son dernier amour. Dora, c'est la seule femme avec qui Kafka aura vécu. Elle aura un destin façonné par l'empreinte de Kafka. Elle sera sauvée du nazisme grâce à Kafka. Toute sa vie, elle va porter l'héritage de Kafka, qu'elle va se voir subtilisée par la Gestapo. Et elle va avoir une brosse, la brosse avec laquelle elle coiffe Kafka sur son lit d'agonie. Elle va la transporter durant 30 ans à Moscou, à Berlin, jusqu'à la déposer en Israël, dans un kibbutz, là où elle avait promis à Kafka de la déposer. Alors je l'ai dit, vos livres sont traduits dans le monde entier. Vous êtes souvent présenté comme l'inventeur de l'exofiction. Les Américains disent ça. Qu'est-ce que l'exofiction? C'est quoi la différence avec la fiction tout court? C'est le fait d'être dans... C'est ce que faisait finalement Stefan Zweig, avec Magellan, avec Marie-Antoinette. Non mais l'exofiction, on a un squelette et on a un exosquelette. Oui, c'est ça. Donc fiction, exofiction, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'exofiction, c'est se mettre dans la peau d'un personnage qui a existé. C'est ce que font les acteurs finalement. Et de raconter sa vie, non pas comme le biographe de derrière lui, mais en étant à ses côtés ou dans ses pensées et dans ses pas. Comment vous avez travaillé pour ce livre? Il y a une immense bibliographie après. Vous avez dit 5 ans de travail, c'est bien ça? Ouais. Tout ce que vous racontez est vrai, c'est imaginer. Quelle est la part de réel, de non réel? Alors tous les faits sont exacts et moi je ne fais que mettre en scène en réalité. Comme le réalisateur d'un film. Parce qu'il y a des détails, je me dis, est-ce que Sexic le sait, est-ce qu'il ne le sait pas, est-ce que ça a été écrit dans une lettre, est-ce que vous avez lu beaucoup plus que ce qui est publié. Par exemple, après la mort de Kafka, Robert est en voiture avec Dora, et là je vous lis, Dora, en robe beige unie, laisse ses épaules nues, elle porte autour du cou un foulard de couleur rouge. Vous l'avez inventé? Oui, non, Kafka lui avait offert ce foulard. Oui. Oui, mais comment vous savez qu'elle était avec ce foulard le jour dans la voiture?
Je vous le Alors reproche après, pas. oui, non, je veux savoir non, si mais ce que après, je dis si vous voulez, je me mets dans la peau. Alors, un écrivain, ça se met dans la peau de ses personnages. D'accord. Et je me dis qu'après avoir fermé les paupières de Franz Kafka, elle qui, lors de l'enterrement de Franz Kafka, va s'effondrer sur son cercueil et même dans le trou de sa tombe, j'imagine qu'elle porte le foulard de Kafka, comme elle sera accompagnée de tous les objets de Kafka jusqu'à sa mort. Je veux dire un mot de l'humour. Robert, c'est un jeune étudiant en médecine, il a 25 ans. Kafka, il a 40 ou pas loin. Kafka autorise Robert à lire certaines de ses nouvelles qui n'ont pas trouvé d'éditeur et il dit, Robert, l'homme n'avait rien de sombre, on riait, on chantait. Je vous parle de ceci parce que moi je suis fan d'Alexandre Vialat, immense auteur français qui écrit des chroniques merveilleuses, et Kafka était le découvreur pour les Français Vialat a été le découvreur pour les Français de Kafka et son traducteur, et Vialat trouvait Kafka drôle. Or, moi, je trouve ça intéressant, profond, mais pas drôle. Où est l'humour dans Kafka? Oui, est-ce que vous l'avez ressenti? Alors, il y a beaucoup d'humour. Est-ce que vous lisez l'allemand? Oui, je lis l'allemand. Ah, voilà, Oui, moi, je lis pas l'allemand. Il y a évidemment de l'humour alors c'est vrai que Vialat n'avait pas forcément traduit tout l'humour de Kafka, mais quand vous lisez notamment la dernière traduction faite par Jean-Pierre Lefebvre dans la Pléiade, qui traduit intégralement justement cette légèreté, cette stupidité et cette subtilité et cet humour très noir. Mais quand on lit les nouvelles de Kafka, en effet, on sourit, et parfois quand vous lisez Le Terrier, on peut se... J'ai pas lu Le Terrier. Oui, oui. J'ai lu une nouvelle très célèbre, mais j'ai pas lu Le Terrier, par exemple. Mais il y a même une demi-page dans laquelle vous expliquez à quel point Kafka est pas facile à traduire de l'allemand au français avec des phrases en allemand. Je me suis dit, c'est un degré d'érudition assez phénoménal chez vous. Mais moi, j'aborde chaque roman comme j'abordais les spécialités de médecine. C'est-à-dire que je veux tout connaître, c'est un univers en soi. Quand vous plongez dans Kafka, c'est un infini que vous avez devant vous. Il y a les lettres d'amour qu'il a écrit à ses fiancées, à Milena notamment. Il y a la lettre au père, et puis il y a ses chefs-d'œuvre, Le Château, Le Procès et le Disparu. On va parler avec Laurent Sexic de gastronomie, mais oui, il y a Laurent Mariotte qui va arriver, mais d'abord on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. À tout de suite dans Culture Média.